Dans cette vidéo, on va parler de l'aversion à la perte et du value investing en se basant sur mon cas personnel et sur l'action Eli Lilly. Alors j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente, il y a 2 mois, de l'action Eli Lilly. Alors pardonnez-moi si je prononce mal, je sais jamais si on prononce Eli Lilly ou Eli Lilly. Eli Lilly, c'est un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Voilà, donc Eli Lilly, comme on le voit sur le portail Anantis, c'est un laboratoire pharmaceutique majeur, un laboratoire américain, et qui est très actif notamment dans le domaine du diabète et de l'obésité. C'est ce qui a fait flamber le cours de l'action il y a déjà quelques années. La croissance est aujourd'hui portée par le tirzépatide, donc désolé pour les termes techniques, c'est en fait l'un des traitements les plus dynamiques du marché. Il se démarque notamment, ce laboratoire, par sa capacité d'innovation. D'ailleurs, récemment, il y a eu une news comme quoi ils avaient signé un partenariat avec Nvidia, j'en avais parlé dans la vidéo sur Nvidia, où ils vont déployer ce qu'ils ont appelé une AI Factory pour la recherche de découverte de nouveaux médicaments. Donc c'est vraiment un des laboratoires mondiaux qui est le plus impliqué dans la recherche et le développement. Et ça paye, puisqu'ils ont des molécules vraiment en avance sur des sujets majeurs, notamment sur le diabète et l'obésité. Alors pourquoi je voulais vous parler d'Eli Lilly à nouveau? J'en avais parlé il y a 2 mois dans cette vidéo. Eli Lilly Company, analyse technique et fondamentale. Donc ça date d'il y a 2 mois. Donc c'est une vidéo que j'avais tournée en septembre 2025. Dans cette vidéo, on va réécouter un petit peu la fin, ce que je disais. J'expliquais que j'avais cette action dans mon portefeuille value, donc un portefeuille long terme, et j'expliquais que je perdais 15% sur cette ligne en septembre dernier, mais que je n'allais pas justement me laisser influencé par le biais de l'aversion à la perte. Voilà, on peut avoir tendance à avoir envie de vendre une ligne quand elle est déficitaire depuis un moment, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie long terme et savoir comment agir face aux différentes situations qui peuvent se présenter. Dans mon cas, dans le cas de ce portefeuille value, le but est simple. Chacune de mes lignes a un objectif d'allocation, c'est-à-dire que je vise un pourcentage du poids de cette ligne dans le portefeuille, et 2 fois dans l'année, lors de ce que j'appelle les rebalance days, je vais pouvoir rééquilibrer mes lignes. Mais je ne suis pas censé solder mes lignes, et surtout, je ne vais bien évidemment pas vendre une ligne entre guillemets, juste parce qu'elle est perdante. Au contraire, si elle est perdante et qu'elle est en dessous de sa cible, je vais réinvestir sur cette ligne lors de la prochaine fois où j'investirai. C'est exactement ce qui s'est passé en octobre dernier. En octobre dernier, c'était mon rebalance day. Eli Lilly perdait 15% et j'ai réinvesti dessus. Et on va voir ce que ça a donné aujourd'hui. Alors commençons par voir ce que je disais il y a 2 mois. J'avais fait une analyse technique, je vous renvoie à la vidéo, je vais vous mettre le lien en surimpression, si vous voulez voir tous les détails de ce qu'on pouvait dire d'Eli Lilly il y a 2 mois. En gros, en résumé, après avoir fait une analyse technique où on observait un début de retournement éventuel, on a regardé l'analyse fondamentale et on constatait que les résultats financiers d'Eli Lilly étaient excellents, qu'elle continuait de faire beaucoup de bénéfices avec un chiffre d'affaires énorme, que sa marge augmentait, et tous les signaux fondamentaux étaient au vert. Et en parallèle, on a observé que son PER, donc son Price Earning Ratio, c'est-à-dire la capitalisation boursière de la société divisée par ses bénéfices, descendait, il était même en chute libre depuis à peu près 1 an. Le ratio de la capitalisation boursière de la société par rapport à ses bénéfices, on voit qu'il est en chute libre depuis un moment. Et là, on rentre vraiment dans la logique Warren Buffett. C'est un très bon indicateur pour estimer le prix de l'action, entre guillemets, est-ce qu'elle vaut cher ou pas par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Et là, on atteint une zone qui est vraiment intéressante, on est à 50 de PER, et si vous regardez dans l'historique de la société, 50 de PER, c'est un petit peu, presque une sorte de moyenne là sur les 5-6 dernières années. Ça commence vraiment à être intéressant, on est quasiment à un PER divisé par 3 presque, depuis 2024, où on avait touché les plus hauts de l'action. Donc là, il y a vraiment une rationalisation sur cette action qui s'opère, et moi je trouve que il y a beaucoup de points intéressants. Alors après, on peut terminer avec du fondamental, donc qu'est-ce qui se cache derrière ce cours de bourse? Il y a une société, évidemment, et si on regarde les rapports financiers, les synthèses des rapports financiers, moi je trouve que c'est vraiment une super boîte hyper solide, quoi. Regardez ça. Voilà, donc toutes ces raisons font que, c'est pas grave, c'est 16%, c'est 16% de perte sur cette ligne.
c'est latent, on ne va pas les concrétiser, on ne va pas vendre, pas du tout, et on va même très probablement renforcer cette ligne avant la fin de l'année. On était par ici, au moment de la vidéo précédente, et donc je disais qu'on était encore en dessous de la moyenne mobile long terme, mais qu'il y avait un retournement qui s'opérait, et que ça pouvait indiquer, alors bien sûr c'était pas une certitude du tout, mais que statistiquement on voyait un retournement assez fort et la moyenne mobile court terme qui remontait de manière assez vive, et ça pouvait être un signal intéressant. Bien sûr, c'était pas une science exacte, mais c'était un premier indicateur, et ensuite je terminais la vidéo avec une analyse fondamentale, en expliquant que tous les signaux étaient ouverts sur vraiment le signal fondamental de l'entreprise, et je concluais sur le fameux PER, donc le ratio entre la capitalisation et les bénéfices de l'entreprise, et j'expliquais qu'il était en chute libre, et que donc c'était un très bon moment pour commencer à s'interroger, pour se repositionner sur ce titre, puisque, entre guillemets, l'action devenait de plus en plus bon marché, comparé à avant. Et tous ces facteurs cumulés, ajoutés au fait que cette société, cette action dans mon portefeuille, elle a une place de choix, puisqu'elle a une corrélation très faible avec le reste de mes titres, donc elle stabilise le portefeuille, et en plus de ça, elle était en retard dans l'allocation cible que j'avais allouée. Donc vous comprenez, on a vraiment un canevas comme ça qui nous guide dans nos choix, c'est comme ça qu'on peut éliminer les biais émotionnels. Et dans mon canevas, tout me disait « rachète cette action, tu es en retard, elle a des très bons signaux techniques, elle a des très bons fondamentaux, elle a un PER qui a baissé, tout va dans le sens, tous ces faisceaux allaient dans le sens pour racheter l'action. » Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai renforcé en fait la ligne. Et bon, alors il y a aussi une part de chance dans tout ça, hein, bien sûr, ça aurait pu se passer complètement différemment, mais quelque part c'est pas très important ça aurait pu arriver dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, c'est pas très grave puisqu'on n'est pas du tout dans un objectif ici de faire un gain à 1 mois ou 2, on est sur une perspective d'années, voire de décennies. Cette action, elle n'a pas pour objet de sortir de mon portefeuille avant une dizaine ou une quinzaine d'années dans la logique des choses. Et donc là, on était dans un très bon moment pour, d'une manière sereine, racheter cette action. Et je trouve que c'est aussi intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui parce que les marchés ont beaucoup corrigé là depuis à peu près une semaine, et on va avoir l'occasion d'en parler à la fin de cette vidéo. Pour la première fois depuis cet été, les indices commencent vraiment à corriger journée après journée, et c'est le bon moment pour s'interroger sur nos réactions par rapport à des lignes perdantes dans un portefeuille. Je me disais qu'utiliser cet exemple-là comme illustration, ça peut peut-être vous aider aussi à réfléchir par rapport à vos propres positions. Alors qu'est-ce qui s'est passé juste derrière ? Eh ben, la tendance, elle s'est poursuivie. Vous voyez, le cours de bourse a vraiment monté en flèche jusqu'à ce qu'on obtienne cette fameuse Golden Cross. Donc ce qu'on appelle une Golden Cross, c'est quand la moyenne mobile court terme coupe à la hausse la moyenne mobile long terme. La moyenne mobile court terme ici, c'est la courbe orange, et la long terme, la violette. Et vous voyez qu'on les a coupés ici, donc c'est en général indicateur d'une tendance haussière, donc c'est un très bon signal. Et donc on est rentré dans cette Golden Cross depuis le 14 octobre dernier, donc ça va faire 1 mois. Et depuis, le cours a énormément monté. De mémoire, on a même atteint un plus haut historique du cours. Et même, on est peut-être même encore au plus haut historique à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 19 novembre. On est à 1029 $ l'action. Alors c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous voyez, au moment où j'enregistrais la vidéo, on était à 740. Et de mémoire, je disais qu'on avait touché un seuil psychologique à 620 $ ici. C'était le moment à partir duquel le titre avait commencé à rebondir. Et donc vous imaginez, depuis cet été, on a doublé. L'action a doublé de valeur depuis cet été. Donc il s'est vraiment passé énormément de choses. Voilà, donc ça c'est pour vraiment regarder le cours brut de l'action, mais j'avais aussi envie d'en profiter pour vous montrer aussi un écran, l'écran de l'application Anantis qu'on va bientôt publier. Certains de nos alpha-testeurs y ont déjà accès. Et c'est vraiment une application géniale. Alors évidemment, je suis biaisé puisque je développe cette application. Et en tout cas, elle est conçue, cette application, par des investisseurs indépendants et pour des investisseurs indépendants. Et ce qu'on avait envie d'avoir, nous, c'était la capacité de comparer la performance d'un portefeuille par rapport aux différentes actions qu'il compose ou par rapport à des indices. Donc là, nous sommes dans l'application Anantis, on est dans un portefeuille, dans la vue d'un portefeuille, on peut avoir plusieurs portefeuilles, et ici c'est mon fameux portefeuille Value, le fameux portefeuille qui contient Eli Lilly, justement, et qui est un portefeuille long terme, Value Investing. Et justement, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est ce fameux écran performance nette.
donc qui est accessible dans la section performance du portefeuille en question, et qui va nous permettre de comparer la performance du portefeuille par rapport à certaines des actions qu'il compose ou même par rapport à des indices. Et donc ça c'est super utile quand vous voulez faire un petit peu une analyse de là où vous en êtes, puisque vous avez cette fameuse courbe orange qui est la performance agrégée du portefeuille lui-même. Donc là on est vraiment en performance nette, donc on fait la différence entre la valorisation du portefeuille et le capital investi de ce portefeuille, on ramène ça en pourcentage et ça nous donne une performance nette. Cette courbe, évidemment, démarre à 0% au premier jour de la période observée, et puis ensuite, c'est de la performance relative jour après jour. Et on peut, comme ça, superposer les différentes courbes. Donc là, j'ai mis Eli Lilly, donc là, pour l'instant, c'est pas très intéressant parce qu'on est juste sur un mois, mais ce que j'avais envie de vous montrer, c'était justement quand on passe sur 3 mois, puisque ça illustre parfaitement ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, on voit le retournement assez phénoménal qui s'est passé sur Eli Lilly. Donc si je me remets à peu près en septembre, voilà, à peu près au moment de la vidéo, évidemment, le portefeuille, il était au-dessus d'Eli Lilly. Vous voyez qu'on avait fait quand même des journées, on était à moins 20%, il y a eu une chute énorme en août, et ça a commencé donc à rebondir, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, début octobre. Eli Lilly est devenu un driver du portefeuille, vous voyez, 40% de performance depuis 3 mois. Depuis l'été, en fait, l'action a pris 40%, donc elle a complètement effacé la perte dont je parlais dans la vidéo précédente. Et je trouvais que c'était une illustration parfaite du fait que vous ne devez pas vous laisser ancrer par les plus-values latentes que vous observez dans votre portefeuille. J'étais à moins 16 il y a 2 mois, je suis aujourd'hui à plus 34. Donc c'est un très très bon exemple. Si vous avez une stratégie, restez fidèle à votre stratégie et ne laissez pas ces fameux biais décider pour vous. C'est un peu ça le sens du message de cette vidéo. Alors j'en profite aussi pour vous montrer qu'on peut comparer le portefeuille contre un indice quand on utilise cet écran-là. C'est super utile. Là, quelque part, on ne peut pas tricher. Et vous voyez par exemple que sur 3 mois, effectivement, je suis quand même très proche du S&P 500 avec ce portefeuille, mais dans l'ensemble, je fais moins bien que le S&P 500. Donc c'est une belle leçon d'humilité. Je vérifie par l'expérience ce que tout le monde dit, qu'on ne peut pas battre les marchés. Il n'y avait pas vraiment de raison que je sois une exception, bien sûr, il faut rester humble. Mais c'est quand même un exercice très intéressant. Et quelque part, comme mon alpha, entre guillemets, c'est-à-dire la différence entre ma performance et celle de l'indice, est quand même assez faible, c'est-à-dire la différence est assez faible, quelque part, j'ai pas de frais, donc ça peut s'argumenter. Et puis, il faudrait voir évidemment sur une plus longue période. Si je passe sur 6 mois, par exemple, on voit que, mine de rien, je colle énormément au S&P 500, et donc, quelque part, me dire que j'ai une partie de mes actifs qui sont quasiment identiques en performance au S&P 500, mais qui ont 0 frais, ça me convient très bien. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Après, un autre truc super intéressant qu'on peut observer grâce à cette appli, c'est si vous comparez à la fois MSCI World et S&P 500. Alors là, j'ai trouvé ça assez impressionnant, et j'avoue que je m'y attendais pas. On voit que la performance relative de ces deux indices est rigoureusement la même. Vous voyez, les courbes bleues et vertes sont exactement les mêmes, à epsilon près. Et ça, c'est un super enseignement. Ça veut dire que finalement, détenir le MSCI World et le S&P 500 en double, ça sert absolument à rien. Choisissez 101, mais en gros, vous aurez exactement la même chose. On peut en profiter aussi pour comparer par rapport, je vais garder le MSCI World comme référence, donc ici en vert, avec le CAC 40, et là, vous voyez que ça fait très très mal. CAC 40, avec toute l'incertitude politique qui règne en France depuis des années, depuis la dissolution en gros, vous voyez que ça se traduit sur la performance, c'est du surplace total, c'est-à-dire sur 6 mois, le CAC 40 fait moins 1%. Donc c'était vraiment pas une bonne idée d'investir sur cet ETF cette année, ou en tout cas depuis cet été. Et là, pour le coup, évidemment, mon portefeuille explose le CAC 40, puisque de toute façon, il est quasiment identique au S&P.
Par rapport à l'Eurostoxx, on peut regarder également, c'est un petit peu mieux que le CAC 40, mais c'est très 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 faiblard. Là aussi, hein, le Eurostoxx, il gagne presque 3% sur 6 mois, là où le MSCI fait 18% et mon portefeuille fait 14%. Et par contre, le très grand gagnant, alors ça va pas vous surprendre, c'est le Nasdaq 100, qui donne une leçon hein, un petit peu à tout le monde. Donc là, je vais garder juste le Nasdaq 100, le MSCI World et mon portefeuille. Et le Nasdaq 100, il atterrit à 27% sur 6 mois, là où le MSCI World S&P sont plutôt à 18%. Encore une fois, ça se vérifie souvent. Alors, il y a une grosse volatilité sur le Nasdaq 100, mais on voit que sur les 6 mois qui se sont écoulés, quelque part, cette volatilité, elle était similaire à peu près à tout le reste, y compris à mon portefeuille sélectionné. Et au final, la performance à l'arrivée, elle est bien, bien supérieure. Donc, celui ou celle qui avait choisi de mettre tous ses œufs sur le Nasdaq cet été, il ou elle avait eu raison. Alors après, on pourrait en débattre pendant des heures. Est-ce que c'est pertinent de mettre tous ses œufs dans le même panier, y compris sur un ETF Nasdaq? Je vous laisserai en commentaire peut-être en débattre. Voilà, ça c'est vraiment une question de philosophie à laquelle il n'y a pas de réponse absolue. On peut aussi se dire que, par exemple, si la fameuse bulle IA explose, le Nasdaq va énormément souffrir. Est-ce qu'on a envie d'avoir tous ces actifs à ce moment-là emmenés dans les bas-fonds de la chute du Nasdaq? Moi, personnellement, j'ai pas envie, et au prix d'une performance plus faible, je préfère avoir une stabilité plus grande. Ça, c'est un débat, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Voilà, il y a Apple aussi, qui est un très bon exemple. Hein, vous voyez Apple en vert, qui était vraiment un titre perdant pendant quasiment tout le semestre, et qui s'est réveillé depuis le mois d'octobre également. Il est redevenu un driver. Vous voyez, c'est très simple à voir. Hein. Si la courbe de l'action dépasse la courbe du portefeuille, c'est que c'est un driver de votre portefeuille. Ça tire la performance vers le haut. Donc ce graphique, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très utile. Et vous pouvez l'avoir tout simplement si vous saisissez votre portefeuille dans l'appli. Alors l'appli, pour l'instant, elle est en alpha, donc elle est que en private preview, comme on dit. Donc il n'y a qu'un certain nombre d'utilisateurs qui ont accès. Mais si vous vous inscrivez sur Anantis et que vous nous envoyez un petit message, on peut vous donner un accès en avant-première. Pour l'instant, tout est gratuit, vu que c'est une preview, l'application n'est pas encore complète, et elle sera disponible et complète en début d'année prochaine, en 2026. Donc Apple, c'était un autre exemple excellent, qui était perdant, et que j'avais gardé, bien sûr, puisque je comptais garder 5%. Quelques petits exemples pour terminer, des exemples un petit peu opposés. Vous avez en bleu la courbe de Siemens Energy. Alors j'en avais parlé aussi dans une vidéo précédente. C'est une action qui a flambé en 2025. Vous voyez que là, dans mon cas, sur 6 mois, l'action a encore fait 86% de performance. Je crois de mémoire que ma ligne en tout fait 110%. Justement, lors de mon Rebalance Day en octobre, je constatais que cette ligne avait pris beaucoup trop de place dans le portefeuille. Son poids était devenu trop gros. Et j'avais pris la décision de la réduire à 5%. Parce que je considérais que justement le PER avait flambé, l'action était devenue très chère. Et je voulais la garder parce que c'est une belle action et qu'il y a des très bons résultats. On pourrait d'ailleurs en parler dans une autre vidéo si vous voulez. On pourrait faire l'analyse de Siemens Energy. Continue d'être vraiment en très très bonne posture pour le futur. Ils anticipent une croissance de leurs revenus. Ils développent vraiment bien. Ils ont réussi à redresser leur situation et à devenir bénéficiaires en fait cette année. C'est pour ça que ça a flambé. Donc je ne voulais pas me séparer de ce titre, mais je voulais réduire son impact. Donc je l'ai diminué un petit peu. Et l'action a continué de flamber. Donc ça reste aujourd'hui un driver assez fort du portefeuille. En revanche, je vous ai mis aussi sur ce graphique Costco, qui est une chaîne de magasins par abonnement aux États-Unis, et Thales, l'acteur majeur de la défense en France. Et ce sont deux lignes perdantes, comme vous le voyez. Donc elles ont fait du surplace pendant les 6 derniers mois, et elles atterrissent Costco à moins 0,5, donc quasi sur place, et Thales qui perd presque 6% dans mon portefeuille depuis 6 mois. Et c'est exactement la même logique. Ces lignes, elles sont là pour un but précis. Thales, parce que c'est notamment une action qui a un très bon coefficient de corrélation dans mon portefeuille. C'est une action qui évolue de manière indépendante des autres et donc qui stabilise le portefeuille. C'est toujours la même logique. On est orienté long terme. On ne vise pas un gain à 2 ou 3 mois. Et Thales constitue d'un point de vue fondamental un titre extrêmement solide et intéressant pour du long terme. Donc c'est exactement la même chose. J'ai un objectif d'allocation et je vais m'y tenir, et donc il n'y a aucune raison de vendre cette action parce qu'elle perd 6%. C'est la même chose pour Costco. D'ailleurs, Costco est à uniquement 4% de ce portefeuille-là, et elle a fait du surplace sur ces 6 derniers mois, mais c'est une action qui avait très bien performé dernièrement et que je vais conserver également.
Voilà, donc j'avais envie de vous donner un petit peu cette illustration-là, et aussi pour vous dire que n'oubliez pas que pendant ces 6 mois, les marchés, ils ont explosé, et le fait qu'on ait des corrections, c'est tout à fait normal, et il faut pas paniquer. Voilà, c'était un petit peu le but de ma vidéo pour aujourd'hui, avec l'illustration de Eli Lilly. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous réagissez, vous, lorsque vous avez des actions qui affichent du négatif en rouge dans votre portefeuille. Et si vous voulez en savoir plus sur Anantis, n'hésitez pas à aller sur anantis.com, vous avez le lien en description de cette vidéo.